écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes très heureux d'accueillir avec nous le professeur Abdellah Fili. Bonjour professeur. Bonjour Seredan. C'est une mission difficile aujourd'hui. Tu es là pour nous éclairer sur les Idrissides. Est-ce que tu es prêt ? Marhaba. Est-ce que tu sais que les Idrissides, tu le sais bien sûr, les Idrissides qui ont une place très très spéciale dans notre histoire. C'est pour tous ceux qui ont fait leurs études chez nous, c'est le premier cours. C'est le premier cours avec la. Tout commence par les Idrissides. L'histoire qu'on raconte et qu'on met en avant commence par les Idrissides. Alors on a déjà été très surpris d'apprendre par ta bouche et par beaucoup de tes collègues que les Idrissides ont été, j'ai envie de dire, mis en avant et promus dans l'histoire du Maroc par les Mérinides, donc plusieurs centaines d'années plus tard. Exactement. Voilà, ils ont fait l'objet peut-être d'une surpromotion, c'est ça ? Exactement. Et je pense que il y a là un sujet extrêmement important, une expérience politique qui a suscité beaucoup d'intérêt et surtout qui a été exploitée ou surexploitée bien après la disparition des Idrissides. Il commence par une alliance entre un personnage charismatique, Idriss Ier. Il arrive au Maroc en 788, c'est ça ? Exactement. Il arrive suite à un conflit assez particulier. Le fameux conflit la bataille de Fakhr, 169 de l'Hégire, entre bien évidemment les Hachimites, les descendants du prophète, à la Mecque, et les Abbassides, donc contre le calife Al-Hadi, qui les a décimés. Et qui a décimé littéralement, les Hachimites justement, les descendants de Ali, en quelque sorte, Ibn Abi Talib, et qui aspiraient à prendre le pouvoir après les Omeyyades. Sauf que, bien évidemment, les Abbassides étaient beaucoup plus intelligents qu'eux, beaucoup plus efficaces qu'eux. Plus organisés peut-être. Voilà, et donc ils ont accédé au califat. Donc une fois cette bataille a eu lieu, bien évidemment, dans la région de la Mecque, dans une région assez mouvementée, très agitée, mais en tout cas une expérience particulière pour le Maroc parce que c'est pas la première fois, mais en fait il y a un élément nouveau en quelque sorte, c'est le sharaf. C'est la descendance du prophète qui se retrouve dans des contrées lointaines, à fuir justement les exactions des Abbassides, mais en même temps à participer, en tout cas à mobiliser les énergies indigènes, en l'occurrence ici les Amazirs, les tribus Amazirs. Pour une éventuelle reconquête. Exactement. C'est surprenant de voir comment les conflits au niveau de la péninsule arabique impactent la vie politique et la vie à plusieurs milliers de kilomètres. J'ai l'impression que l'histoire du Maroc regorge de personnages qui ont fui l'Est vers l'Ouest et qui ont changé la donne politique chez nous. Moulay Idriss fait partie de ces gens-là donc qui ont fui la péninsule arabique, qui arrivent au Maghreb en 788. Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors là, il faut insister sur un élément important. En fait, c'est que le pouvoir, depuis l'islamisation, on va dire le processus d'islamisation qui a duré des siècles et des siècles, en fait, l'appartenance, en tout cas la descendance de la famille du prophète est un aspect fondamental dans la légitimation du pouvoir. Et au lieu, justement, entre les tribus locales, Amazirs, bien évidemment, font confiance à un étranger qui a justement cette personnalité charismatique, étrangère justement aux différents clans tribaux, pour asseoir une expérience ou des expériences politiques. Mais quand il arrive, donc Moulay Idriss en 788, il trouve quoi comme situation ? Il y a des royaumes, il n'y a pas que... Alors une situation assez chaotique, justement. Il y a le royaume Barwata qui est immense, il y a dans le nord, je crois, j'ai oublié le nom. Alors il y a des expériences politiques un peu partout. Nekor, justement, qui est aussi le personnage les Banu Saleh de Nekor, dont le personnage charismatique, en fait, descend de la famille du prophète. C'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs Saleh, etc. Et donc, il trouve également une situation politique assez chaotique, entre parenthèses, parce qu'en fait, il y a une gestion tribale des espaces. On a les Nekor, bien évidemment, dans le nord. On a les Borwata, dans le Tamsna. Oui, la plaine atlantique. Et on a surtout les Midrarides à Sijil Massa.
Ces 3 expériences politiques. Excuse-moi, on dit chaotique. Est-ce qu'on ne dit pas chaotique avec notre regard d'aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est pas unifié. C'est exactement ça ce que je voulais dire. Il faut avoir de recul par rapport à ça. C'est des expériences politiques qui s'inscrivent dans la continuité de ce que nous étions après la disparition de l'Empire romain. Donc, on retrouve en quelque sorte, après un épisode de présence califale des gouverneurs califaux omeyyades, on retrouve en quelque sorte l'autonomie de la tribu, de la gestion de l'espace selon ce que nous sommes. Dans quelle mesure ces ensembles politiques étaient organisés? Est-ce qu'il y avait une monnaie, par exemple, de Balrouata? Est-ce qu'il y avait une organisation politique en cours? C'est des organisations extrêmement complexes, contrairement à ce qu'on peut penser. La tribu ne veut pas dire en fait la simplicité de gestion ou tout simplement la médiocrité de gestion. C'est pas aussi primitif. Non. Bien au contraire, les Barwata, pour le moment, bien évidemment, les éléments archéologiques nous échappent complètement, mais ils ont une organisation politique extrêmement complexe, très pointue, avec effectivement, pour peu qu'on sache justement de cette expérience, c'est des expériences qui sont complexes. Mais elles sont pas du tout mises en avant dans l'histoire officielle marocaine. On va raconter l'arrivée de Moulay Idriss comme étant le départ de ce qui est aujourd'hui le Maroc. Exactement. C'est pour ça que j'ai parlé de la surexploitation des Idrissides. Que ce soit dans les temps anciens, comme ceux les Mérinides, justement, qui les considèrent comme étant un aspect de leur légitimation, mais également un peu plus tard, et c'est ça dont vous parlez. Ibn Abi Zar, par exemple, au temps des Mérinides, ou Al-Jazna et au temps des Mérinides également, considèrent que l'État marocain commence par les Idrissides. Ils ont commencé leur récit. Et cet élément de sharaf, etc., il sera réinvesti justement à l'époque saadienne, et il sera également réinvesti à l'époque alawite, etc., etc., etc. Donc c'est des éléments de légitimation de pouvoir qui ne sont pas uniquement liés, on va dire, à la dynastie idrisside. Ce qui facilite ça, c'est justement l'état des connaissances dont nous disposons sur ces périodes, entre parenthèses, obscures, en tout cas jusqu'à ces dernières années, restées obscures. Les écrits autour de ces expériences politiques sont tardifs, sont souvent orientaux. Il a fallu attendre... et orientés par la force des choses. Et deuxième élément... Tout un autre aspect très important pour découvrir notre histoire, c'est l'archéologie. L'intérêt porté à ces périodes est très tardif. Il date de la fin des années 80. C'est votre travail, Sifilien, c'est ton travail. C'est toi l'archéologie. Oui, alhamdoulilah, sur ces aspects-là, on a quand même des conquêtes, pas personnelles, mais de collègues qui ont travaillé sur ces niveaux-là, qui sont véritablement intéressantes et qui jettent des lumières complètement renouvelées autour de ces questions. Alors on revient donc à Moulay Idriss, donc il arrive en 788, c'est bien ça? Il est accueilli par la tribu des Aouraba, c'est pas les Aouraba? Exactement, c'est des Aouraba. Et il devient leur chef. Leur imam. Et il se marie à une princesse qui s'appelle Lela Kenza. Exactement. Alors est-ce que c'est pas un peu trop facile cette histoire? Parce qu'on est quand même à peine, on est quelques dizaines d'années après les Omeyyades qui ont été plus ou moins chassés de cet espace qui est aujourd'hui le Maroc par des tribus amazirs. Il y avait des chocs de pouvoir concurrents, des problèmes de femmes qui étaient entraînées vers la péninsule. Comment se fait-il que, j'imagine qu'en 788, des gens qui se prétendaient descendants du prophète, il devait y en avoir beaucoup, parce qu'il suffisait de venir de loin pour avoir le bon accent. Donc j'imagine, aujourd'hui, il y en a encore. Donc je suppose que c'était... Et comment se fait-il qu'il rentre comme ça dans cette tribu? Vous êtes trop cartésien, Sereda. Non, mais cette année, il y a eu un Mehdi Montsadal qui a surgi je ne sais où. Donc, mais c'est vrai, il a été emprisonné. Je ne sais pas où j'ai lu ça. Il y en a tout le temps. Donc, je ne sais pas comment il y a 1300 ans, on pouvait éviter les imposteurs. Bien évidemment, ça, on ne pourrait pas aller jusqu'au-là, malheureusement, sans test ADN, je sais pas. Parce que effectivement, cette question de charave, etc., ça c'est toujours en fait, en quelque sorte, posé avec acuité dans l'histoire du Maroc, précisément parce que c'est une source de légitimation. Et l'historien, en quelque sorte, doit se contenter de ces sources disponibles, de les critiquer intérieurement, extérieurement, en les confrontant les uns aux autres, en mobilisant justement l'archéologie, mais on ne peut pas aller jusqu'à... on ne peut pas faire l'hypercritique
qui mettrait en cause absolument tout, sinon on va rester sans rien. Donc tu es en train de me dire tais-toi et accepte. C'est en quelque sorte... Ok, j'accepte. Donc il devient comment on peut appeler ça? Le chef, le roi, l'imam. Tout simplement, pourquoi j'insiste sur cette question d'imam? L'imam, parce il que... gère la prière. Hein, et oui, voilà. Exactement. Il est considéré comme tel. Et surtout, l'imam renvoie à son obédience, à sa doctrine de base. Tout le monde aujourd'hui considère... d'accord. Voilà, tout le monde considère que les Idrissides sont des sunnites. Oui, non. Al-Fassi a même écrit un livre sur cette question. Mais en réalité, c'est des chiites. Oui. C'est des chiites zaïdites, bien évidemment, qui ont trouvé un accord avec une tribu éminemment importante au Maroc et au Maghreb d'une manière générale, à Ouraba. C'est la tribu il faut le mentionner, de Koussaïla, etc. Koussaïla qui a tué Arwan Nafeh. Exactement. Et donc, qui s'est retrouvé dans la région de Volubilis et dans la région du Moyen Atlas d'une manière générale, Seyss, etc. Et qui a en quelque sorte créé une confédération de tribus, Zouara, etc. et qui l'ont reconnu comme chef. D'accord. Son règne va durer combien de temps? Alors, il va durer 3 ans. C'est très court. Très court. Et il est empoisonné. Par les Abbassides, par l'intermédiaire de leurs vassaux Arlabides. Alors, qui sont les Arlabides? Alors, les Arlabides, c'est les vassaux abbassides. Les vassaux des Abbassides en Tunisie. En Afrique, exactement. Voilà. Et donc, à l'époque, le calife abbasside, c'est bien Haroun al-Rachid, on est d'accord? Sous, effectivement, Idriss Ier, oui. D'accord. Donc, c'est Haroun al-Rachid qui ordonne l'empoisonnement de Moulay Idriss. Exactement. Alors, selon le grand historien Alaoui, il explique que c'est à cette période-là que la grande islamisation du Maroc s'est faite. C'est-à-dire qu'il y a des campagnes qui sont organisées, on va rentrer en milieu rural. Alors, en fait, l'islamisation, c'est un long processus. Je crois qu'il a duré bien après les Idrissides. Jusqu'aux Almohades, on a encore... Il y a encore des chrétiens marocains sous les Almohades. Exactement. Et d'ailleurs, à la fin des Almohades, il y a des églises qui ont été construites à Marrakech, justement. D'accord. Donc, et il a raison. L'Alaoui, en fait, met en valeur uniquement la question de l'islamisation des milieux ruraux. Mais en fait, la conquête des milieux ruraux, il y a 2 aspects très importants. Un, le phénomène tribal dans lequel les Idrissides se sont inscrits dès le départ, par le fait justement de leur descendance respectée. Deuxième élément, c'est le plus important, c'est l'aspect économique. Les Idrissides ont véritablement insisté pour conquérir les espaces économiquement viables et notamment les espaces ruraux qui sont riches en minerais. Les minerais précieux, notamment l'argent. Et c'est pour ça que pratiquement le moindre espace où il y a des exploitations minières ont été conquis par les Idrissides et ils ont installé à même ces exploitations minières des ateliers de frappe monétaire. D'accord. Du nord du Maroc jusqu'au sud, jusqu'à Temdult, dans la région de Daqa actuellement, région de Tata. Donc aujourd'hui, avec la géographie qu'on connaît et les noms qu'on connaît aujourd'hui, ce royaume idrisside, donc en parallèle, je répète, du royaume Balrouata sur le plan Atlantique, ils cohabitent ou ils se font la guerre? Non, bien évidemment, ils se font la guerre parce qu'il y a une hégémonie économique à Et ça se défendre. passe sous le règne de Moulay Idriss l'Awwal, c'est-à-dire les 3 années. Déjà sous Idriss Ier, oui. Ouais, d'accord. Donc ça va vite en fait. Très vite. Sauf que Idriss Ier n'a pas pu achever son œuvre, en quelque sorte. Il y a 2 visions. Soit on dit Moulay Idriss, parce que j'ai lu les 2 choses, je te laisse faire le départage, parce que c'est compliqué dans notre tête, vient et s'installe et frappe sa monnaie, conquit des espaces, s'allie à une tribu, engendre de la progéniture, ou soit il est là pour lever une armée, pour retourner conquérir le pouvoir en péninsule arabique. Où est-ce qu'on est dans... Alors, en fait, les deux se complètent, en fait, parce que d'un côté, et c'est vrai, on en a des témoins archéologiques maintenant probants, que ce soit à Volubilis ou ailleurs, il a frappé monnaie, et la monnaie ne joue pas uniquement un rôle économique. Et il joue un rôle de propagande politique, et cette monnaie a eu une diffusion énorme. D'accord. Énorme. À l'exception d'Al-Andalus, de l'Andalousie actuelle, les monnaies idrissides, on les retrouve partout dans le bassin méditerranéen. En Suède, en Pologne, en Suisse, en Sicile, en Orient, partout. J'ai une question monétaire peut-être basique, je suis très faible en économie. Donc en fait, c'est quoi le concept? Tu trouves une mine d'or, d'argent, tu extrais de l'argent, tu fais de la monnaie, et là tu es riche.
Non, c'est pas. Comment ça marche? Et là, tu payes tes fonctionnaires, tu achètes des armes. Il y a certainement le basique, c'est ça. Mais en fait, au-delà de cet aspect vraiment mercantile, etc., il y a un aspect politique éminemment important. Et beaucoup plus important d'ailleurs que l'économique, parce qu'au travers de cette monnaie, on décline justement sa doctrine. Et là, dès le départ, on met Ali en avant. Sur les pièces. Ouais. Et deuxième chose, Hadama amara bihi Idris ibn Abdillah. D'accord. Al-Imam Idris ibn Abdillah. Doriba bi walilata. Et on trouve même des monnaies qui sont... Il y a Walili. Donc volubilis. Donc la première capitale. Oui. Avant le fils. Ouais. Le choix est très important parce qu'il est en quelque sorte éloigné. Tchikulum sauf la pièce. Exactement, oui. Ah, d'accord. Oui. C'est une grande pièce ou c'est une petite... c'est une pièce qui fait à peu près... c'est très très bien travaillé. Mais tu en as des dinars et des Alors, il n'y a pas de dinars et ça c'est très important. Ils n'ont jamais frappé de monnaie en or. D'accord. Donc, véritablement, c'est parce que, d'une part, il n'y a pas beaucoup d'or à l'époque au nord du Maroc, c'est-à-dire dans les régions où ils sont présents. L'or était l'apanage, en quelque sorte, des pouvoirs califaux. Donc, ils sont en argent. Ils sont strictement en argent, exclusivement en argent. Donc, c'est quoi? C'est des dirhams? C'est des dirhams. Parce que le dirham est en argent et le dinar est en or. Est en or. Et le fil, est en cuivre. Je suis en train de regarder tout le monde pour savoir si c'était une évidence. Si c'est une évidence, pour moi c'est une découverte. Ouais. Le flus c'est en cuivre. Ah, le flous? Le fils, c'est la monnaie en cuivre. Ah d'accord, donc flous c'est sarf en fait. Sarf. Voilà. Oui. L'autre aussi c'est sarf parce qu'il n'y a pas de monnaie en papier. Mais... D'accord. Ah ouais, c'est une grande découverte, hein. Donc voilà, on vient d'apprendre que le dinar est en or et le dirham est en argent et le flous en cuivre. Merci, ça c'était juste un petit bonus dans Radio Ma'arif. Merci Abdallah. On continue, donc on a 3 ans de Walili, 3 ans d'installation de ce pouvoir monétaire, politique et shérif, avec quand même la doctrine de Ali. Donc c'est pas celle à laquelle on s'attend, vu la tournure que va prendre le royaume du Maroc, en tout cas aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, depuis même, je pense, les Morabetel. Voilà. Et donc il meurt très vite et il est remplacé par son fils après une régence, c'est bien ça. Exactement. Entre Moulay Idriss Tsani. Il n'a pas laissé de descendance, bien évidemment. Ouais. Kenza étant enceinte, d'après les sources. Donc les tribus se sont entendus qu'on va attendre la fin de la grossesse de Kenza. Bien évidemment, ça pourrait être une construction oui, mais de toute posteriori. Façon, comme tu l'as dit au début, on va parler de ce qu'on sait, enfin de ce qu'on nous dit. Et là, il faut parler d'un certain personnage qui s'appelle Rachid. Voilà. Exactement. Alors, qui a participé justement dès le départ au destin glorieux d'Idriss Ier. C'est lui qui l'a en quelque sorte guidé et protégé d'Égypte jusqu'à Tanger. Et après... il faut le voir comme un guerrier, comme un homme politique. Il faut le voir comment. C'est un fin connaisseur des réalités, on va dire, politiques de la région. Mais d'où tient-il cette science ? On va dire que c'est une évolution qu'on n'arrive pas forcément à expliquer et à suivre comme on pourrait le faire par exemple pour l'histoire contemporaine. C'est quelque chose qui est très complexe. On est véritablement dans le domaine tribal, c'est-à-dire l'inconnu, les intrigues justement du pouvoir, les connaissances, les reconnaissances, les alliances flottantes et diverses qui ont fait que finalement Aouraba se retrouve au Maroc et non plus aux Aurès. Et donc un déplacement peut-être des populations de cette tribu suite à la défaite de Koussaïla, qui a profité justement, et d'ailleurs il faut le signaler, que cette tribu se convertit en mu'tazilisme, c'est-à-dire on n'est plus dans la doctrine des plus banales, des plus simples du monde musulman. C'est quand même une doctrine extrêmement complexe par rapport, mais qui correspond tout à fait à la réalité des Amazirs, c'est-à-dire un libre arbitre. Il y a ce qu'on appelle manzila, bain al-manzilatayn. On est à la recherche de la justice, on est à la recherche de l'équité, de l'équilibre justement entre le dogmatique et la raison. La mobilisation de la raison et véritablement, vous allez me dire, mais le mu'tazilisme c'est trop compliqué pour les Amazirs de l'époque. Non, mais c'est déjà compliqué pour moi. En vérité, non, mais je le dis, c'est déjà compliqué pour moi. Alors, j'ai vraiment du mal. Mais comment se faisaient ces choix de doctrine? Ça se passait par le haut. J'imagine que il faut parler au chef et le chef fait suivre tout le monde, c'est ça? On n'est pas en train de faire des écoles mu'tazilines pour expliquer la doctrine à tout le monde.
comme le kharijisme, le Maghreb, en tout cas l'Occident musulman à l'époque, est considéré comme une terre de refuge. Ouais. Et donc, dès qu'on a senti que l'omnipotence et l'omniprésence du pouvoir califal oriental s'installe un peu partout en Orient, bien évidemment, les schismes en quelque sorte ont quitté ces lieux de la présence directe du pouvoir pour aller dans les marges de l'empire islamique pour justement chercher à faire des espaces de liberté. Et le kharijisme, c'était ça, en fait. Il y a le livre d'histoire du Maroc de Daniel Rivet parle d'islamisation par la marge. Voilà. Le Maroc a été islamisé par la marge. Et le kharijisme, justement, a joué un rôle important. Le mu'tazilisme, c'est vraiment très, très superficiel, justement, dans ces aspects-là. Donc, ce Rachid va assurer la régence, voilà, le temps que Moulay Idriss Teni. Exactement. Et l'âge qu'il faut pour régner. Exactement. Et 11 ans pour arriver à accéder au pouvoir, à 11 ans. À 11 ans. À 11 ans. Donc c'est un enfant. C'est un enfant, mais pour l'époque, c'était déjà quelqu'un qui était, d'après les textes, tardif, certes, de l'époque mérinide, quelqu'un de mûr, quelqu'un qui a une intelligence politique. Mais il a 11 ans. Il a 11 ans. C'est fou. Hein. Oui. Et donc c'est Moulay Idriss Teni qui fonde la ville de Fès. Alors ça, c'est moins sûr. On le sait maintenant à la fois par les monnaies, justement, comme un élément de datation très important, et par les textes même. Fès préexistait à Idriss II, donc il est né en fait sous Idriss Ier et sous Rachid, le fameux Rachid qui a assuré la régence. Et on a des monnaies sur l'existence de Fès avant Idriss II. Idriss II a donné naissance à la rive droite de Fès, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant la rive des Qarawiyyin. Alors, parce qu'ils viennent de Qayrawan. Parce que les immigrés qui se sont installés dans cette rive viennent de Qayrawan. Mais il ne l'a pas appelé la rive Qarawiyyin ni Fès. Il l'a appelé Al-Aliya. Al-Aliya par référence à quoi? Par rapport à Ali, comme je disais tout à l'heure. Ah, ça n'a rien à voir avec la hauteur, donc. Non. Oh là là. Non. Encore non. un. C'est par rapport à Donc, quand on dit aujourd'hui Fès la Aliya. Non, d'accord. Non, c'est par rapport à sa doctrine, justement. De Ali. Et qui continue, justement, et qu'on continue à trouver sur les monnaies d'Idriss II. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur les monnaies d'Idriss II? Alors, il y a Hadama Amara Bihi Idriss ibn Idriss. Et il y a Ali, justement. Et en plus, l'atelier, le nom de l'atelier. Donc on met ضرب هذا الدرهم بمدينة وليلة ولا مدينة العالية سنة كذا 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 كذا. D'accord. Est-ce que toi, dans ton travail d'archéologue, tu tombes sur ce genre de pièces? Oui. J'ai fouillé à Volubilis dans le cadre d'un projet maroco-anglais où on a trouvé des centaines de monnaies idrissides et pré-idrissides, dont 2 dirhams, si je me rappelle bien, 2 dirhams d'Idriss II et 1 dirham d'Idriss Ier. Et 1 dirham du fils d'Idriss II, Mohamed ibn Idriss. D'accord. Donc elles sont où ces pièces? Ils sont bien évidemment. Dis pas dans ma poche. Non. La chose est strictement gérée irrigie par la loi. Les pièces ou le matériel archéologique est déposé obligatoirement à l'Institut national des sciences de l'archéologie du patrimoine. Non, on peut les voir. Tout est inventorié. Et on en a une collection, mais immense et plus complète encore, au musée de la monnaie à Bank el-Maghreb, au musée de Bank el-Maghreb à Rabat. D'accord. Revenons à Idriss II. Alors, en préparant le podcast, je lis qu'il y a une tension sous Moulay Idriss Teni entre les Amazirs et les Arabes, donc parce qu'il fait venir gardes rapprochés de péninsule arabique, il donne beaucoup de pouvoir aux gens qui viennent de là-bas, et il va avoir une tension qui va amener la tribu des Aoulaba à se soulever contre lui. Exactement. Il a senti en tout cas des accointances entre les Aouraba et les Arlabides qui ont tué son père. Et tout de suite après, il a mis à mort celui qui a accueilli son père, Ishaq ibn Muhammad. Donc Ishaq ibn Muhammad, c'est le chef des Aoulaba. Exactement. Qui a accueilli Idriss l'Awwal. C'est ça. Et qui est tué par le fils d'Idriss l'Awwal, Idriss Teni. D'accord. D'où le projet justement de quitter Volubilis et de s'installer dans la nouvelle capitale, Fès. L'Aliya. C'est ça. Fès ou bien l'Aliya? L'Aliya, bien évidemment. Mais c'est l'Aliya qui va donner Fès. Non, c'est 2 rives différentes. Fès, c'est la rive gauche, c'est-à-dire le quartier des Andalous maintenant, et l'Aliya, c'est la rive droite, le quartier des Qarawiyyin. Donc c'est comme un peu Rabat tout cela. C'est exactement ça. De deux côtés de c'est une ville. Non, de Fès, Oued Fès.
C'est Wad el-Jawahir. C'est une ville jumelle, dès le départ, qui est une tradition en fait dans Non mais c'est fou parce que quand on dit Fès l'urbanisme l'Aliyah, marocain. c'est donc quand on dit Fès l'Aliyah, c'est comme Rabat Salé. C'est Rabat Salé, exactement, c'est ça. D'accord. Est-ce que les gens savent ça ou c'est Non, très peu de gens. Très peu. Pour moi, Fès l'Aliyah, c'est un truc haut, je sais pas. etc. Oui. Oui, donc mort de Ishaq bin Mohammed, chef des Awraba, Moulay Idriss Teni, son règne va durer combien de temps, lui? Il va durer assez longtemps, jusqu'à 213 de l'Hégire, c'est-à-dire 823, exactement. Et donc, c'est un règne très prospère, avec une conquête... Donc, à ce moment-là, au maximum de leur puissance, quel territoire géographique ils dominent avec les mots d'aujourd'hui, hein? Oui, avec les mots d'aujourd'hui, donc, du Fès, nord... évidemment. Oui, du nord au sud, à l'exception de Tamsna, Balrouateya, Borrouateya, de Nakour. Chamelia, Exactement. Rifia, oui, exactement. Et de Sijil Massa. Donc, c'est le Maroc central, en fait. Jusqu'à Tata actuelle, c'est-à-dire jusqu'à Tamdoult. Et dans tout ce territoire, on trouve des dizaines d'ateliers de frappe monétaire. D'accord. Oui. À Armat, à Massa, à Nfis, partout, ils ont légitimé en quelque sorte leur pouvoir par l'installation d'ateliers monétaires et donc de la puissance économique. Troisième étape, entre la mort de Moulay Idriss Teni et la fin officielle de la dynastie, plus de 200 ans plus tard, il se passe quoi? Les sultans idrissides post Moulay Idriss, on les connaît pas très bien en fait. Il y a un aspect qui est très important, qui a suscité beaucoup d'intérêt, c'est la partition justement de toutes ces provinces entre les enfants d'Idriss II. Donc d'après la tradition, douteuse bien évidemment, la grand-mère Kenza femme de Idriss I, a dû proposer au fils d'Idriss II, après la mort de ce dernier, donc à son petit-fils, de répartir le pouvoir en quelque sorte en régions, en gouvernorat. À la tête de chacune d'elles, il y a un prince idrisside. D'accord. Donc on en a par exemple Abdullah dans la région d'Oussous, donc Igli, la région de Taroudant actuellement, jusqu'à Tamdoult, la région d'Otata. On a par exemple Hamza dans la région de Volubilis. On a Omar dans la région de Romara, la région de Tanger, etc. On a Aboul Qasim dans la région d'Assila. Ces royaumes vont diverger ou bien ils ont une unité quelque part? Ils vont diverger. Alors, on a créé en quelque sorte une sorte de régionalisation, ce qu'on peut appeler maintenant une régionalisation avancée. Parce que est-ce qu'il y avait un pouvoir central qui coordonnait tout ça ou alors, pas? l'imam, en quelque sorte, reste Mohammed ibn Idriss et ses successeurs. D'accord. Mais ces régions ont acquis, en quelque sorte, une certaine autonomie au point où ces gouverneurs idrissides ont frappé monnaie en leur nom. Et parfois même sans signaler l'imam Mohammed ibn Idriss. D'accord. Donc, il s'est trouvé un moment dans notre histoire, qui n'est pas si vieux, où on pouvait avoir une zone Balrouateya, une zone kourienne. Un prince idrisside dans la région de Tanger. Au-dessus de lui, un roi idrisside Hafez, installé à Fès. Voilà. Et la région de Sijil Massa, toute seule. Midrerid, c'est des Midrerid. Alors, comment justifier ça? Il est rare qu'on ait l'impression de manquer d'image, mais là, on voudrait bien fabriquer une carte, quand même. Alors, il y a des bien vous cartes, montrer une carte. On aime bien l'audio, mais là, on voudrait bien avoir de la vidéo. Mosaïquées, se forme d'une mosaïque, justement, des différentes... Les limites ne sont pas des limites des frontières étanches, absolument étanches. Non, il y a des va-et-vient, il y a des gouverneurs qui poussent un peu sur le territoire des uns et des autres, etc. Il y a un conflit interne qui va nous emmener justement à la disparition des Idrissides à la fin. Des conflits justement familiaux entre les différents gouverneurs, entre les différents descendants justement de ces princes idrissides qui veulent atteindre justement la responsabilité suprême, c'est-à-dire de l'imam, et donc installé à Fès, et qui a déstabilisé en quelque sorte le pouvoir idrisside. C'est pas la seule raison, mais la raison principale, on va dire, c'est les incursions, en tout cas les projets politiques, d'un côté les Omeyyades de Cordoue et les Fatimides d'Ifriqiya. À chaque fois je le répète, parce que Ifriqiya c'est la Tunisie. C'est la Tunisie actuelle. Était en train de mettre en place pour la conquête du Maghreb, le Maghreb al-Aqsa, c'est-à-dire le Maroc actuel. Est-ce que le mot Maroc, plutôt en arabe c'est plus clair, le Maghreb al-Aqsa, c'est une expression qui existe à ce moment-là? C'est-à-dire que ce roi, Moulay Idriss Teni par exemple, il se voit roi de quoi? De Fès, de Walili le premier, de son père, de Maghreb al-Aqsa, le Maghreb al-Aqsa. Le Maghreb al-Aqsa et le royaume des Idrissides.
Donc Dawla Idrissiya. Banu Idriss, Dawla al-Idrissiya. D'accord. Ou l'Imara al-Idrissiya, parce que Dawla c'est beaucoup plus complexe pour Parce que les Almoravides qui vont venir plus tard, ils vont parler de Dawla Snahjiya. Le Morabitiya, oui. Les Morabitiya, oui. Exactement. Parce qu'il y a une unité géographique beaucoup plus importante et... Plus de cohérence. Oui, exactement. Donc tout ça va se terminer avec l'arrivée des Almoravides, c'est bien ça? Non, les Idrissides ont été disséminés en fait par les frappes fatimides qui ont commencé dès 918 à peu près. Et les Fatimides, qui sont pourtant des chiites, ismaélites, ont cherché un accord avec les Idrissides. Mais malheureusement, ils ont vu que les Idrissides ne voulaient pas lâcher le pouvoir et donc ils ont mis un terme justement à leur pouvoir dans toute la région de Fès, etc., qui est une région symbolique. Il y a des batailles ou ça marche comment? Oui, exactement. Msala ibn Haboubous, par exemple, le célèbre général fatimide, a conquis Fès, comme je dis, en 918, mais il a trouvé un accord avec le prince idrisside, Yahya ibn Idriss. Il l'a placé donc comme gouverneur de Fès. 5 ans après, il a vu que il a en fait des tendances à ne pas reconnaître l'autorité des Fatimides, en rentrant en relation avec les Omeyyades de Cordoue, et donc tout de suite il l'a destitué et il a installé un gouverneur dépendant directement des Fatimides. En même temps, les Omeyyades de Cordoue n'ont pas apprécié la présence fatimide sur place, et donc d'où cette période assez complexe, ouais. Difficile. Beaucoup de tensions entre les Fatimides et les Omeyyades sur le Maroc, avec la mobilisation des tribus, des personnages comme Moussa ibn Abi al-Afiya, qui est dans la région de Tsoul jusqu'à la Méditerranée, la région de l'Husayma actuellement, d'Onnador, etc. Et donc, il mobilisait à chaque fois ces tribus pour conquérir un peu plus de pouvoir. Bien évidemment, Moussa ibn Abi al-Afiya, qui est rentré en conflit direct avec les Idrissides, ces derniers ont tué son fils et c'est à ce moment-là qu'il a véritablement instauré une politique anti-idrisside. Il les pourchassait un peu partout, au point où maintenant les Idrissides, ou en tout cas les descendants des Idrissides, on les retrouve un peu partout au Maroc. Du sud, c'est-à-dire dans la région de Sousse par exemple, dans les montagnes de l'Anti-Atlas, jusqu'aux montagnes du Moyen Atlas, jusqu'au sommet des montagnes du Rif, etc., etc., etc. Le dernier, on va dire, lieu de leur pouvoir, la dernière capitale, c'était Hajar Nasr, dans la région d'Asela. Et c'est là où ils ont fini véritablement le dernier prince, Hassan ibn Gunnoun, a été tué en 986 par les Omeyyades. Et donc les Omeyyades à ce moment-là ne sont plus dans la conquête par les tribus locales. Ils ont instauré une politique de présence directe de leur califat au Maroc. Mais pourtant, les Almoravides vont venir et balayer tout ça. Les Omeyyades n'ont pas pu se tenir justement une présence locale un peu partout au Maroc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont installé dans chaque région des émirs et des vassaux qui dépendaient d'eux et qui frappaient monnaie en leur nom, à Armat, dans le Sousse, à Sijil Massa, à Fès, dans la région de l'Oriental, etc. Et dans la région de Rabat, Challa par exemple. Et c'est dans cette situation où les Almoravides ont trouvé le Maroc en fait. Les Almoravides vont, donc le mouvement, on a fait un podcast super dessus avec donc, le mouvement qui vient du sud et qui va monter jusqu'en Andalousie et qui pourrait d'ailleurs, avec autant de, peut-être même plus logiquement être considéré comme le départ du Maroc en fait. On va dire d'un Maroc unifié pour la première fois. On pourrait faire démarrer l'histoire là-bas aussi. Moi, je considère qu'on n'a pas à démarrer l'histoire par rapport à un État puissant ou quelque chose comme ça. Même la petite histoire de ces tribus, de ces marges, etc., font partie de notre histoire. Et il faut les prendre en considération. Bien répondu, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, souvent, on oublie en fait l'héritage, on va dire, architectural, archéologique des Idrissides. Il faut savoir que les dernières fouilles archéologiques un peu partout au Maroc nous ont permis justement de découvrir des aspects de la culture matérielle des Idrissides. Depuis Volubilis, la première capitale, où ils ont installé justement le plus ancien hammam connu jusqu'à présent au Maroc, en Cordoubou, et avec des aspects justement de production artistique, la production économique, de la poterie, du verre. Ça s'appelle la production artistique. Les bijoux par exemple. On a aujourd'hui des bijoux idrissides. On a aujourd'hui des bijoux idrissides. On a des monnaies idrissides en quantité énorme. Mais mettez ça sur Internet.
Alors, il y a des petites choses, mais malheureusement, quelque sorte, notre faille, notre limite, c'est qu'on est très peu dans la communication. Oui. Et ça, c'est dramatique. On est dans la C'est pour ça qu'on vous recherche, invite. dans le savoir, etc. Mais Binetcom. Mais très sincèrement, tu fais un travail extraordinaire en mettant en place justement ce genre de podcast. C'est ça qui permet de faire le lien entre l'archéologie, la science, au sens vraiment... Enfin, il en faut 100 autres, des podcasts. Mais comme il ça. faut continuer. Il en faut beaucoup. Exactement. Merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. On a les idées un peu plus claires. On a compris que c'était compliqué. C'était déjà ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué et on a l'impression qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Et vous avez beaucoup de choses à nous apprendre et vous avez vous-même beaucoup de choses à apprendre parce qu'on en est au début de ces fouilles, cette recherche. Et il faut continuer dans la recherche archéologique dans ce domaine parce que c'est elle qui va apporter des nouveautés parce qu'on a pratiquement épuisé tous les textes, etc., toutes les sources. Et maintenant, j'ai parlé de Volubilis, comme je peux parler de la construction de Qarawiyyin, par exemple, de la mosquée des Andalous à Fès, ou les fouilles archéologiques qu'on met véritablement au jour des niveaux idrissides d'une très grande qualité. On a des forteresses, Hajar Nasr dont j'ai parlé, la dernière capitale des Idrissides, qui est complètement inconnue du grand public. Mais vous savez où elle est au moins? Bien sûr, on l'a localisée. Il y a une étude qui a été faite et malheureusement, il faut des moyens pour qu'on puisse... Donc si vous creusez là-bas, vous êtes sûr de trouver en fait? Bien évidemment. Mais comment vous savez que c'est là-bas? Parce que... c'est un grand mystère pour moi. Non, c'est les moyens justement de datation archéologique. Je ne vais pas vous faire le cours de la chronologie dans la... Non, mais est-ce que vous utilisez des moyens techniques, des Bien photos évidemment. aériennes, des choses comme ça? Oui, au moment où l'étude dont je vous ai parlé est engagée, il n'y avait pas encore des drones et tout ça. Maintenant, vous les avez. Maintenant, il faut qu'il y ait un projet sur Hajar Nasr. C'est un appel au ministère de la Culture et donc à l'Institut d'archéologie, à la direction du patrimoine, pour véritablement faire des axes de recherche sur cette période qui est complètement inconnue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est très intéressant. Merci. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.